À la une de ce 20h, le système des Nations Unies au Mali entend mobiliser plus de 3 milliards de francs CFA pour accompagner les activités de jeunesse, du sport et de promotion de la paix. Annonce faite hier à l'issue de la table ronde initiée par le ministère en charge de la jeunesse et des sports. Vente du coton malien à l'étranger. Le premier convoi en direction de Guinée-Conakry est parti ce matin. Une trentaine de camions transportent 1000 tonnes de coton fibre. Dougou Fana Traoré et Sidiki Balo étaient à Kourémalé pour ORTM 1. « 2000 forages réalisés par World Vision au Mali, cela se célèbre. Ce jeudi, le ministre en charge de l'eau était à Kolokani pour l'inauguration du 2000e forage. Il en a profité pour lancer la deuxième phase d'un projet qui vise l'atteinte de la couverture universelle des besoins en eau, hygiène et assainissement dans le cercle. Un flash ce soir sur Mariam Boubacar Maïga. Elle est écrivaine et journaliste à ORTM 2. Dans un livre autobiographique, elle nous raconte comment sa vie a basculé vers une situation de handicap de façon inattendue. Un récit riche en émotions à suivre dans le grand format de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cap sur Koulouba, où le président de la transition a reçu 3 nouveaux ambassadeurs nommés dans les juridictions du Brésil, de l'Arabie saoudite et de Washington. Avant de regagner leur poste, les diplomates sont venus échanger avec le chef de l'État sur les consignes et conseils liés à leur nouvelle fonction. Al-Husseini Touré pour le reportage. Ibrahima Diallo compte donner un nouvel élan à la coopération entre notre pays et ce géant des Amériques qu'est le Brésil. Membre des BRICS, le Brésil pourrait aider à donner plus de voix à notre diplomatie. Je vais au Brésil, qui est un grand pays, non seulement par la superficie, mais également par ses capacités. Nous avons déjà des relations très poussées avec le Brésil dans certains domaines, notamment de l'agriculture, avec la CMDT, avec l'IER où le Brésil a construit un laboratoire de lutte biologique contre les insectes. Nous avons des relations dans le domaine de l'élevage où un accord vient d'être signé le mois dernier avec le ministère du Développement rural. Nous avons également des accords sur le plan sécuritaire. Et enfin, nous avons également des accords dans le domaine de la bioénergie avec la Madère. À cela, il faut ajouter le domaine culturel. Le domaine culturel parce que vous savez que le Brésil est un pays qui a une grande population noire. Et donc, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer les relations culturelles avec le Brésil. Ensuite, il faut faire des prospectives dans le domaine de l'agro-industrie, dans le domaine de l'industrie tout simplement, pour voir dans quelle mesure nous pouvons bénéficier de l'expérience du Brésil. Parce que, comme vous le savez, le Brésil est non seulement un grand pays, mais le Brésil fait partie d'un grand groupe qu'on appelle BRICS. De son côté, Boubacar Gouroudial s'évertuera à renforcer la coopération entre le Mali et l'Arabie saoudite d'une part et d'autre part avec certaines organisations de la Oumma islamique. Le président de la transition, chef de l'État, m'a fait l'honneur de me recevoir dans le cadre de la préparation de ma mission en tant qu'ambassadeur du Mali en Arabie saoudite. En même temps, ambassadeur auprès du royaume de Bahreïn et du sultanat d'Oman. Il y a 2 autres institutions aussi. L'Organisation de la coopération islamique OCI et puis la Banque islamique de développement dont le siège se trouve à Jeddah. Donc nous avons échangé sur les actions à entreprendre pour renforcer nos relations de coopération avec les différents pays de la juridiction et puis les institutions qui sont dans la juridiction. Le dernier ambassadeur reçu par le président de la transition est celui qui va désormais présider aux destinées de notre coopération avec la première puissance économique et politique, à savoir les États-Unis d'Amérique. C'était surtout pour prendre et recueillir ces conseils, ces directives, dans le cadre de la mission qui m'a été confiée. Vous savez très bien que les Américains ont été les deuxièmes pays à reconnaître l'indépendance du Mali.
Donc à ce titre, nous avons des axes de coopération qu'il faut renforcer. Il s'agit maintenant de faire comprendre la situation du Mali, la lecture que les Américains ont du Mali, de faire comprendre cette situation pour que nous puissions renforcer les actes de coopération existants et aussi créer d'autres axes de coopération bilatéraux avec les Américains. Aussi, ma juridiction à la fois couvre aussi le Mexique, la Banque mondiale et le FMI. À l'heure où le Mali a plus que jamais besoin de ses amis, l'accréditation de ces nouveaux ambassadeurs promet d'ouvrir de nouveaux horizons à notre diplomatie afin de dissiper les nuages qui menacent d'obscurcir l'horizon. À la primature, le chef du gouvernement, lui, s'est entretenu avec le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le Premier ministre a rencontré également la communauté rwandaise vivant au Mali. Le compte-rendu de ces audiences est signé Boubacar Sissoko. Le Mali, par la volonté de ses plus hautes autorités, veut rendre un hommage mérité aux personnalités qui se sont sacrifiées pour la souveraineté. L'audience du président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agira de mettre en place un comité d'experts composé des cadres de la primature, de la CVJR et du ministère en charge de la réconciliation pour identifier ces personnalités et donner un contenu à l'hommage qui leur sera rendu. La reconnaissance de leur participation à la construction nationale et de tout ce qu'ils ont apporté à notre pays, voir comment on peut commémorer ces illustres disparus et dans le sens toujours de la réconciliation nationale. Évidemment, la CVJR travaille aussi dans ce sens et le Premier ministre a demandé à ce que une équipe qui mettra en place ici à la primature avec la commission Vérité, Justice et Réconciliation et le ministère de la Réconciliation même, on va pouvoir travailler pour proposer un format, proposer quelque chose, un contenu que lui-même pourra soumettre au président de la transition. Comme on le dit, la reconnaissance est un acte de foi, ce qui justifie la présence de la communauté rwandaise au Mali à la primature. Elle est venue remercier les autorités maliennes pour leur présence au 28e anniversaire de la commémoration du génocide rwandais, le 28 avril dernier. Merci Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour avoir rendu hommage aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ainsi qu'aux nôtres brutalement exterminés en 100 jours lors de ces génocides perpétrés contre les Tutsis en 1994. Nous avons également dit au Premier ministre que nous sommes satisfaits qu'il ait rappelé les bonnes relations entre nos deux pays, le Mali et le Rwanda. Et ce jour, une fois de plus, la communauté rwandaise au Mali s'engage à continuer d'œuvrer par sa modeste contribution à la poursuite de ces bonnes relations entre nos deux pays. Cette rencontre est saisie par le chef du gouvernement pour dire que l'ensemble du continent doit tirer des leçons de cette tragédie survenue au Rwanda il y a 28 ans. Nous sommes dans une crise profonde de laquelle nous cherchons à sortir. Et tout le monde remarque, tous les Africains remarquent, ils en sont fiers, que le peuple rwandais, sous le leadership du président Kagame, a transformé la fin de ce drame, les leçons tirées de ce drame, en opportunité pour reconstruire, rebâtir une nation réconciliée sur des bases solides. C'est un exemple dont, me semble-t-il, tous les pays africains en crise doivent s'inspirer. Selon le Premier ministre, les Rwandais vivant au Mali sont très actifs et solidaires. Un cadeau symbolique a été offert au chef du gouvernement par les ressortissants rwandais au Mali. Dans un communiqué déposé à la rédaction, le président du Haut Conseil des collectivités convie l'ensemble des conseillers nationaux à prendre part à la première session ordinaire au titre de l'année 2022 de l'institution qui se tiendra du 9 mai au 7 juin à son siège à Bamako. La cérémonie d'ouverture de cette session est prévue ce lundi, donc lundi prochain, 9 mai. À partir de 16h, le président, dans ce communiqué, du président du Haut Conseil des collectivités, c'est pouvoir compter sur la présence effective de tous.
Les membres du CNT ont voté hier 2 projets de loi. Le premier porte sur la création du fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine d'or de Yatela. Le second projet de loi porte sur le code du travail au Mali. Les détails, c'est avec Modibo Mariko. C'est un projet de loi voté à l'unanimité des membres du CNT présents. Un projet adopté, mais non sans se rassurer sur son opportunité et le contexte qui les justifie. En effet, ce projet de loi portant modification de la loi de 1992 sur le code du travail en République du Mali fera ainsi passer la durée du chômage technique de 3 à 6 mois en cas de grandes catastrophes naturelles et autres pandémies comme le Covid-19 par exemple. L'objectif visé est la préservation des emplois tels que souhaité par le Conseil national du patronat du Mali. Les textes aujourd'hui n'oblige pas l'employeur à maintenir le travailleur après 3 mois de chômage technique. L'employeur peut décider de licencier. Mais avec la prolongation du délai à 6 mois, donc l'employeur est obligé de garder le travailleur pendant cette période. Il faut dire également que l'employeur également bénéficie. Donc c'est pour les intérêts des deux, des travailleurs et des employeurs. C'est pour leur intérêt. Parce que l'employeur aussi va garder la main-d'œuvre pendant cette période. C'est à l'avantage des travailleurs et des employeurs pour une stabilité sociale et économique du pays. Autre projet de loi voté ces jours par les membres du CNT, c'est celui portant sur la création du fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine d'or de Yatela. Ce projet initié par les ministères de l'économie et des finances a été défendu par celui des mines, de l'énergie et de l'eau. Ici, il s'agit simplement du fonds qui va permettre de faire en fait les travaux de restauration du site. Les travaux restants. Il faut rappeler que la société SADEX avait déjà commencé à faire justement les travaux de réhabilitation. La totalité des travaux à réaliser était estimée à 45 millions de dollars. Ils ont fait des travaux pour 9 millions de dollars. Il restait encore des travaux à faire pour 27 millions de dollars, puisque la mine ferme, pour que vraiment les populations riveraines ne soient pas laissées pour compte. Il y a 9 millions de dollars qui devront être consacrés à mettre en œuvre des activités de développement au sein des communautés riveraines. Les membres du CNT ont ainsi adopté ce projet de loi par 102 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Restons au CNT où le président de l'institution a rencontré cet après-midi le directeur général du port autonome de Conakry au centre des échanges, le renforcement des liens de coopération entre le Mali et la Guinée. Je vous propose d'écouter Biro Diallo, il est directeur général du port autonome de Conakry, au micro de Tamsir Diabaté. C'était venir rencontrer les parties prenantes, et toutes les personnes, que ce soit maliennes ou guinéennes, impliquées au transport de la marchandise malienne vers le port de Conakry. Donc le CNT, c'était vraiment venir leur expliquer pourquoi on est là. Et ils nous ont appuyés, ils nous ont donné le support qu'il fallait pour justement faciliter ces rencontres. Et aussi leur donner la mission de nos autorités, du plus haut niveau possible, du président de la République de Guinée, son premier ministre et mon ministre de tutelle des infrastructures, pour dire que la Guinée est là pour supporter le Mali et qu'on est ouvert et qu'on est prêt à recevoir les marchandises maliens au port autonome de Conakry. Oui, le président, l'honorable, a bien réitéré l'importance du fait que la Guinée a supporté le Mali à des moments difficiles, donc cette reconnaissance, et nous a chargé de transmettre cette commission au plus haut niveau pour dire que et le peuple malien et la CNT malienne est vraiment contente et reconnaissante par rapport à la Guinée pour cette assistance-là. Et aussi nous faciliter la tâche et nous dire pour tout besoin, ils sont ouverts à nous assister, chose qu'ils ont déjà démontré sur le terrain. Que ce soit côté guinéen, que ce soit côté malien, ça a été une opportunité pour réveiller ces opportunités-là, qui sont des opportunités pour tous les deux pays. Amadou Biro Diallo, DG donc du port autonome de Conakry, qui s'exprimait à l'issue de son entretien avec le président du CNT. Justement, la Guinée qui ouvre grandement ses portes au Mali, départ ce matin du premier convoi transportant le coton malien en direction de Conakry. Ce convoi comprend une trentaine de camions transportant, tenez-vous bien, 1000 tonnes de coton fibre. Récit de nos envoyés spéciaux à Kourémalé, Dougoufana Traoré et Sidiki Balo. Ça y est, tous les verrous qui encombraient la voie Bamako-Conakry pour le passage des convois de camions transportant le coton malien en direction du port autonome de Conakry ont sauté. Mieux, le port de Conakry va offrir une place de choix au coton malien. À Kourémalé, les autorités portières guinéennes rassurent.
À ce jour, les résultats sont visibles à travers les envergures des travaux au niveau des infrastructures routières et portuaires dont je peux citer la reconstruction complète de la route Kankan-Conakry, la construction des échangeurs désengorgeants à Kagbele, au kilomètre 36, la construction de la pénétrante routière de 4,2 km au port autonome de Conakry, avec un parking de stationnement de 1200 camions, dont un espace dédié spécialement aux camions maliens. En tous les cas, les 30 camions transportant les 1000 tonnes de coton fibre ont reçu chacun leur ticket et ont du coup franchi la frontière malienne par Kuré-Malé. Les différents intervenants ont salué le leadership des deux présidents, Mamadou Doumbouya de la Guinée et Assimi Goïta du Mali, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du projet à travers plusieurs missions et entretiens de haut niveau. Le ministre du Développement rural a invité la CMDT à utiliser désormais le port autonome de Conakry de façon pérenne. Cette première opération d'expédition de coton malien par le corridor Conakry-Bamako a été rendue possible grâce à une vision claire des responsables de la CMDT de diversifier les voies d'expédition du produit à l'extérieur et aussi de l'ambition du directeur général d'Arport Conakry d'accroître le volume du transit malien par le port autonome de Conakry. Je voudrais ici inviter les responsables de la CMDT à suivre de près cette première expérience dans ses moindres détails pour tirer et analyser toutes les leçons en vue de mieux préparer et améliorer les expéditions futures. Si le projet a réussi, c'est grâce au partenariat fécond entre la CMDT et les transporteurs routiers. Transporteurs qui s'engagent à jouer pleinement leur partition dans la réouverture de ce corridor Bamako-Conakry au coton malien. Les transporteurs routiers maliens remercient les plus hautes autorités et l'ensemble des acteurs ayant concouru au succès de cette opération et leur renouvellent leur engagement à braver tous les obstacles pour faire parvenir la marchandise malienne à bon port, quel que soit le prix à supporter. Et le ministre de tutelle d'appeler les transporteurs à respecter les lois et coutumes de la Guinée malgré la grande proximité qui lie les deux pays. Aujourd'hui, nous sommes sur le corridor Bamako-Conakry. Je signale que ce corridor, c'est le corridor le plus proche du Mali, avec à peu près 900 km, contrairement à certains autres corridors que nous fréquentons plus. Donc, j'invite l'ensemble des opérateurs, avec les plus hautes autorités, à œuvrer pour la redynamisation de ces corridors qui, depuis plus de 23 ans, n'avaient pas reçu un trafic de ce genre, c'est-à-dire l'exportation du produit essentiel du Mali qui est l'or blanc. La dynamisation des échanges commerciaux entre le Mali, la Guinée et la Mauritanie participe de la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et du gouvernement de minimiser l'impact des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA sur le peuple malien. C'est pourquoi les opérateurs économiques maliens sont invités à prendre toutes les bonnes initiatives pour contourner l'embargo des deux organisations. Ce corridor, en réalité, devrait être exploité le maximum depuis des années. Et je sais qu'il y a peut-être quelques aléas d'ordre technique qui l'avaient empêché. Aujourd'hui, nous sommes en train de les lever. Et je suis sûr et certain que ce corridor va impacter notre approvisionnement national, mais aussi nos échanges commerciaux. Et donc, c'est le lieu pour moi de féliciter nos deux autorités des deux pays pour avoir facilité cet échange, pour créer cette possibilité d'échange commercial entre nos deux pays. Et nous devrons profiter pour rendre ce corridor irréversible en termes d'exploitation et en termes aussi d'exploitation dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement pour le coton, mais pour toutes les autres marchandises de haute consommation, de construction, d'importation et d'exportation. Auparavant, le représentant du chef de village de Kuré-Malé, Ladji Sila Keita, avait, au nom des 4 vestibules de Kuré-Malé, salué l'initiative du gouvernement. Et le deuxième adjoint au maire de Bengadi, Oumarou Touré, d'ajouter que la dynamisation de ce corridor ne fera que renforcer les regroupements locaux de part et d'autre des deux frontières. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe que le système des Nations Unies au Mali entend mobiliser pour accompagner les activités de jeunesse, du sport, de promotion de la paix. L'annonce a été faite hier à l'issue de la table ronde initiée par le ministère en charge de la jeunesse, Anchata Koulibaly.
Le ministère en charge de la jeunesse et des sports mobilise les partenaires techniques et financiers autour des activités de jeunesse. C'est ce qui justifie la présente rencontre. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour l'épanouissement de la jeunesse. Notamment d'abord par rapport à l'implication des jeunes dans le processus électoral. Il fallait aussi faire en sorte que les jeunes soient fixés, éviter que les jeunes ne soient vraiment sujets ou tentés par la migration et aussi tentés vraiment par des aventures avec des groupes terroristes, avec des groupes radicaux. Je pense que à ces questions, ils ont des réponses. Le système des Nations Unies, pour sa part, reste déterminé et engagé à accompagner le Mali pour la cause de la jeunesse. Les agences fonds et programmes des Nations Unies ont programmé pour 3 années, 2021 à 2023, une contribution à hauteur de 33 milliards 230 millions 200 000 francs CFA, dont 3 milliards 433 millions 300 000 francs CFA, spécifiquement pour les projets en lien direct avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je puis vous assurer qu'un secrétariat permanent sera créé dans les prochains jours pour une mise en pratique efficiente et un suivi rigoureux des engagements et recommandations ici de cette table. Je voudrais saluer l'engagement qui m'a été communiqué de l'Union européenne, s'est engagé à examiner les priorités et à associer les autres pays pour donner une suite aux différentes préoccupations et projets soumis. Je voulais remercier Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies pour cette annonce très forte. Les différentes recommandations issues de cette table ronde seront de boussole d'une part pour la jeunesse et d'autre part pour l'État et ses partenaires techniques et financiers. Ce jeudi, le ministre en charge de l'eau était dans le cercle de Kolokani pour l'inauguration du 2000e forage réalisé par World Vision au Mali. Sur place, il a lancé également la deuxième phase d'un projet qui vise l'atteinte de la couverture universelle des besoins en eau, hygiène et assainissement dans le cercle. Aliou Abdoulaye Touré. C'est dans une liesse populaire que les populations de Tchorobougou, village situé à 103 km de Bamako, ont magnifié leur joie en recevant un nouveau forage. Ce forage est le 2001e adduction d'eau réalisée par World Vision au Mali. La question importante d'approvisionnement en eau potable, la promotion et l'éducation à l'hygiène et à l'assainissement est depuis plus de 20 ans un des aspects privilégiés sur lesquels notre organisation porte une attention particulière au regard des besoins cruciaux des populations et des conséquences drastiques qu'occasionne l'absence de ces services dans la vie des enfants. La réalisation de ce forage contribuera à coup sûr à l'amélioration du cadre de vie des populations de Tchorobougou. Raison pour le ministre Traoré d'apprécier cet appui remarquable de World Vision. Nous apprécions à juste titre cette célébration, d'autant qu'elle est organisée ici à Tchorobougou, chef-lieu de la commune du même nom, juste un mois après les événements d'envergure mondiale relatifs à l'eau. Aussi, le ministre n'a pas manqué de rappeler les investissements de plus de 50 milliards de francs CFA de World Vision depuis une vingtaine d'années pour faire de la couverture universelle de l'accès à l'eau potable et du bien-être de nos compatriotes un moteur de développement. En effet, les investissements dans le secteur eau, hygiène et assainissement ont permis 1. de réaliser 2620 nouveaux points d'eau, dont 879 bornes fontaines, et de réhabiliter plus de 400 pompes manuelles permettant l'accès à l'eau potable à plus de 1 600 000 enfants maliens, soit près de 8% de la population. Au nom de la commune de Tchorobougou, le maire Moussa Diarra s'est réjoui de cette action humanitaire de World Vision. Il a aussi invité les populations de Tchorobougou à prendre soin du fourrage. Un mot de coopération entre le Mali et l'Union européenne, sujet au cœur d'un déjeuner de presse ce matin à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Et Bart Ouvry d'annoncer aux journalistes qu'en dépit de certaines incompréhensions,
L'UE continuera à appuyer le Mali dans plusieurs domaines. On en sait plus avec Khadija Toukone. Diplomates et hommes de médias à table pour commémorer la journée de l'Union européenne. Bart Ouvry, l'ambassadeur de l'Union européenne, a porté son choix sur les journalistes pour échanger sur les relations entre le Mali et l'Union européenne. Notre volonté, c'est d'être aux côtés des Maliens. Nous voulons maintenir notre action en faveur de la stabilité de ce pays. Et donc aujourd'hui, nous savons que les Maliens sont confrontés à d'énormes défis. Ce sont des défis économiques, ce sont des défis sociaux et ce sont des défis sécuritaires. Dans les prochains jours, nous allons fêter l'Europe, mais nous voulons aussi surtout fêter les relations entre le Mali et l'Europe, l'Union européenne. Et mon message, ce sera: nous sommes aux côtés des Maliens et nous sommes dans une grande continuité de notre action. La paix et le développement au Mali, c'est ce que prône l'Union européenne selon le diplomate. Et beaucoup de réalisations ont été faites dans ce sens et l'Union européenne entend pérenniser ses actions dans notre pays. Loin de nous de vouloir aller vers une rupture. Au contraire, nous voulons faire partie de la solution. Et donc nous travaillons avec nos partenaires africains, la CEDEAO, l'Union africaine et aussi avec les Nations unies pour arriver à une solution. Pour nous, c'est essentiel de ne pas tarder parce que nous voyons, comme tout citoyen malien, je crois, que pour le secteur formel particulièrement de l'économie, les mesures de la CEDEAO pèsent et donc il est urgent de trouver une solution, IOTM ou ECAP. Les missions sont dans une logique de continuité, leur mandat reste le même et il y a beaucoup d'activités qui restent possibles. Nous venons aussi de proposer pour cette année une action sur la sécurité alimentaire. Nous savons qu'aujourd'hui les prix augmentent énormément. Il y a parfois des manques sur le marché. Il est important non seulement d'apporter de l'aide humanitaire pour les gens qui ont du mal à se procurer des aliments, il est important surtout d'augmenter les capacités du secteur agricole malien de produire de l'alimentation. Et c'est possible, les conditions naturelles sont favorables pour plein de cultures. Cette initiative a été fortement saluée par les interlocuteurs de l'ambassadeur. Le discours qu'il a tenu aujourd'hui montre à suffisance combien l'UE est importante pour le Mali, l'appui que l'UE apporte au Mali. Les gens pensent que la coopération est arrêtée avec l'UE, alors que la coopération n'est pas arrêtée. C'est la coopération dans certains domaines qui est suspendue. Ce n'est même pas arrêté, qui est suspendu pour raisons diverses. L'Union européenne a le plus gros budget de la coopération avec le Mali. Et le fait de savoir que cette coopération est maintenue est rassurante, mais également le fait de savoir que même s'il y a des différends, on continue à négocier, à faire en sorte qu'on puisse aplanir ces points est rassurant également. Mais en tout état de cause, il est urgent qu'au Mali, qu'on parle des sujets qui fâchent et qu'on s'entende sur des choses, qu'on sorte de tout ça. Les journalistes pensent qu'il est vraiment temps d'orienter davantage les actions de l'Union européenne en faveur de la population qui paie de lourds tributs dans cette crise. L'Union européenne doit regarder vers les populations qui souffrent de la situation. L'ambassadeur a pris ici l'engagement que cet accompagnement n'est pas suspendu, même si certaines aides ont été reportées vu la situation politique. Faut-il le rappeler, la Journée de l'Europe célèbre les accomplissements et l'unité de l'Europe et commémore la signature de la déclaration Schuman le 9 mai 1950. L'objectif principal est de garantir la paix à long terme dans toute l'Europe. 15 entreprises maliennes représentées par une vingtaine d'opérateurs économiques participent en Italie à la foire dédiée au secteur des fruits, légumes, épices et herbes. Occasion pour les Maliens de faire de bonnes affaires et de nouer des partenariats avec des hommes d'affaires venus d'horizons divers. Fademba Keita pour le commentaire.
C'est dans 2 stands, le premier dédié aux fruits et légumes et le second aux épices et herbes du Mali, que les 22 opérateurs économiques maliens représentant 15 entreprises exposent. La foire McFruit, événement de référence pour les professionnels qui évoluent dans le secteur des fruits, légumes, épices et herbes, se tient à Rimini, en Italie. Après la cérémonie d'ouverture ce 4 mai, une certaine compatibilité est perceptible entre les entreprises maliennes et italiennes. Le cabinet iriwa Intercontinental Consulting tire déjà profit du savoir-faire des autres pays participants. Ça a été une bonne opportunité. Donc ceci, c'est une première édition. On espère que pour l'édition prochaine, on pourra accompagner les entreprises maliennes à aller avec un plus grand nombre d'entreprises maliennes. Et surtout, ce n'est pas que de l'événement, c'est l'accompagnement pour pouvoir pénétrer, vendre, trouver des distributeurs et vendre leurs produits ici. Le diplomate malien aux côtés des opérateurs économiques du pays trouve que la foire des McFruit de Rimini est une opportunité d'affaires que leur offre l'Italie. Une forte délégation malienne qui est venue comme à l'accoutumée avec son dynamisme nous montrer tout le savoir-faire du Mali. Nous avons eu, au-delà de l'exposition des produits du Mali, avec comme produit phare la mangue malienne, nous avons eu des entretiens bilatéraux avec la direction de la coopération au développement de l'Italie, leur parler des opportunités de promotion de leur activité. La foire qui se déroule du 4 au 6 mai 2022 est un salon qui prend en compte toutes les filières. La production et commercialisation, les machines et installations, les matériaux et emballages, les machines pour la culture, les pépinières et semences sont entre autres secteurs clés des différentes filières. La destination Mali vendue en Italie. On en vient au grand format de la rédaction. Gros plan ce soir sur Mariam Boubacar Maïga. Elle est écrivaine et journaliste à ORTM2. Mariam vient de rééditer son livre autobiographique intitulé « L'espoir dans l'amertume ». Elle nous raconte comment sa vie a basculé dans une situation de handicap de façon inattendue. Un récit riche en émotions. Reportage signé Fousseini Tunkara. Derrière ce beau sourire de Mariam Boubacar Maïga se cache une histoire tragique et inspirante. Une histoire qu'elle a voulu partager avec le monde à travers cet ouvrage intitulé « Espoir dans l'amertume ». Espoir dans l'amertume est une autobiographie dans laquelle je raconte comment le destin m'a surprise et m'a contrainte à être dans une situation de handicap de façon inattendue à l'âge de 16 ans. En lisant ce livre de près de 100 pages, l'on se rend compte qu'il est réparti en 2 chapitres. Le premier relate les circonstances de l'accident dont l'auteur a été victime. Flashback, nous sommes le 21 novembre 2009 à Koulikoro. C'était un samedi. J'étais en ce moment en 10e année, lettres au lycée du séminaire P12 de Koulikoro. Ce jour-là, quand je me suis réveillée, il n'y avait personne dans la cour. Donc j'ai vu mon cousin qui prenait soin de sa moto toute neuve dans la cour. Je lui ai demandé s'il pouvait me déposer au lycée. Il était d'accord. Donc on a pris la route. Arrivé au niveau du marché de Koulikoroba, nous avons heurté une charrette conduite par un garçon d'environ 12 ans. Voilà. Et moi, j'ai juste entendu un grand bruit. Ensuite, quand je me suis réveillée, j'avais mon pied gauche presque broyé. Et c'est comme ça que c'est parti. Dans le second chapitre, notre jeune écrivaine parle de son séjour à l'hôpital Gabriel Touré, son retour à la maison familiale à Koulikoro et la reprise de son cursus scolaire. Un grand changement, donc il fallait vraiment m'armer de courage et avec l'appui de ma famille surtout. Donc je suis retournée au lycée pour continuer mes études. Ensuite, je parle de mon entrée à l'école de journalisme. Vu que j'ai toujours rêvé de devenir journaliste, d'ailleurs c'est une des raisons qui m'a poussée à surmonter ce handicap. Tout au long des 2 chapitres du livre Espoir dans l'amertume, le nom qui ressort le plus est Boubacar Maïga, le père biologique de Mariam.
Mon père, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident. Il a été d'un grand soutien dans cette douloureuse expérience. Tous parents à ma place auraient dû faire la même chose avec un enfant qui ne vivait pas d'un handicap et qui brusquement se retrouve dans cette situation. Le rôle du parent, c'est de l'accompagner. Et surtout, il a fallu que Madame et moi, nous conjuguons nos efforts pour faire en sorte que Mariam ne sente pas ce handicap-là. Ce père exemplaire n'est pas prêt d'oublier certains passages de cette traversée du désert. C'est le lieu pour moi de remercier la direction du lycée du séminaire Pie XII de Koulikoro qui a vraiment accompagné Mariam, la classe qui est au premier niveau des étages, mais la direction, compte tenu de son handicap, a ramené la classe au rez-de-chaussée. Et là, ça m'a touché et c'est une image que je n'ai pas oubliée. Après l'accident, la prothèse qu'elle porte, elle a fait un faux pas. Sa première fois d'aller par terre, vraiment, je n'ai pas pu vraiment me retenir. Elle m'a consolé. Elle me dit, papa, non, ne faites pas ça. Le livre Espoir dans l'amertume, ce travail intellectuel et émotif est aujourd'hui à la portée du public grâce à Figuira Édition, dont la promotrice fonde beaucoup d'espoir sur la plume de Mariam. Ce livre est très intéressant parce que ça va aider d'autres jeunes ou d'autres personnes qui ont vécu une situation comme ça, qui pensent ne pas pouvoir en sortir. Ça va les aider. Mais quand vous allez ouvrir le livre de Mariam, vous allez voir une écriture simple, concise, des phrases claires qui peuvent être comprises par tout le monde, par le commun du mortel. On peut dire que Mariam Boubacar Maïga, malgré son handicap et grâce à son optimisme et sa ténacité, vit la vie de son rêve. Elle est aujourd'hui journaliste et reporter et présentatrice à ORTM 2, avec son statut de stagiaire. Chaque reportage qu'on lui confie, elle le fait de façon très merveilleuse. Je ne vous apprends pas. Vous savez qu'en si peu de temps, elle a déjà pu s'imposer au sein de cette rédaction. Je sais qu'elle est aujourd'hui devenue présentatrice. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Par cet exemple de Mariam Boubacar Maïga, on peut confirmer que la passion et la détermination finissent toujours par prendre le dessus sur les obstacles. L'espoir dans l'amertume, un livre à lire absolument. Partons à Taoudéni où la sécurité règne progressivement. Les ressortissants de la région, notamment les femmes, œuvrent maintenant au développement et à la promotion de la paix. Récemment, une dizaine de femmes ont effectué le déplacement pour y célébrer la fête, mais aussi et surtout rassurer d'autres personnes à retourner au Bercail. Najim Baba Sissé. La ville de Taoudéni amorce son développement. Des grands chantiers sont ouverts et les populations enthousiastes. Elles se sont donné rendez-vous ce week-end pour faire une évaluation des actions menées et celles en cours. Et la particularité est la présence massive des femmes qui ont usé de tous les moyens pour être au rendez-vous. Pour la petite histoire, il y a des décennies qu'une femme n'avait pas foulé le sol. Nous sommes des ressortissants de Taoudéni à Bamako. Nous avons profité de l'occasion de la fête pour venir fêter avec nos familles. Nous incitons vraiment les femmes à venir s'installer ici à Taoudéni. Cette initiative donne espoir aux résidents et ensemble, ils ont célébré la fête de l'Eid el-Fitr. Je peux dire que le plus difficile a été atteint. Nous espérons que dans l'avenir, nous aurons dans les prochaines fêtes à Taoudéni des représentants de l'État qui viendront fêter avec la population de Taoudéni et montrer à la population qu'elle est totalement soutenue par la transition. Je remercie tous les ressortissants de Taoudéni qui sont venus, surtout les femmes. C'est la première fois qu'ils sont venus pour voir les régions. Aujourd'hui, la région est réelle. Nos femmes, ils sont venus et ils vont déménager pour venir à Taoudéni. Monsieur le président de la République de transition, Assimi Goïta, on te remercie que la région aujourd'hui est devenue réelle.
Cette forte mobilisation a été possible grâce au dynamisme et à l'engagement de l'ONG Paix et Progrès. Et le point Covid du jour à présent au Mali, ce vendredi, les services de santé ont enregistré 19 nouveaux cas, 8 patients guéris et un décès. À ce jour, donc 84 patients sont sous traitement. Les autorités appellent toujours les populations au respect des conseils sanitaires et à la vaccination. Et je reçois sur ce plateau Awama Kamara pour la lecture d'un communiqué de l'état-major général des armées qui vient de nous parvenir. Bonsoir Awama Kamara. Bonsoir Ibrahim Traoré. Alors à vous. Merci bien. Bonsoir chers téléspectateurs. L'état-major général des armées communique que les FAMA continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Depuis le dernier communiqué en date du 22 avril 2022, les FAMA ont consolidé les succès tactiques des frappes aériennes et opérations aéroportées. Les actions majeures contre des terroristes de plus en plus réduits dans leur tentative désespérée de réorganisation, se soldant par des attaques kamikazes, se sont résumées comme suit. En zone sud, dans les régions de Koutchala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision de renseignements et les recherches des terroristes auteurs de l'incendie des infrastructures étatiques de Molobala, les assassins d'un agent de la douane et de 2 bénévoles de Bougoula Sikasso et les pyromanes du DECAP de Cléla, de même que le suivi des mouvements des groupuscules terroristes enregistrés. Dans la région de Nara et de Koulikoro, les reconnaissances offensives dans les secteurs de Dalibougou, Kamisara, Boron et Madina Sako et les tirs d'artillerie suivis de fouilles dans la forêt de Turungalé et les collines de Tola ont fait le bilan suivant. 16 terroristes neutralisés, 8 terroristes interpellés. Divers matériels détruits, y compris des motos, des engins de fabrication d'engins explosifs improvisés, des armes et munitions, 3 AK-47 en bon état récupérés. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, les opérations de routine de sécurisation des personnes et de leurs biens, de même que la protection des forces, se sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Ménaka. Des frappes d'opportunité ont dispersé une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Ndaki avec la destruction d'un pick-up et la neutralisation de 8 terroristes. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, une opération aéroportée sur les lieux des frappes de destruction d'un important plot logistique opérationnel du 24 avril 2022 dans le secteur de Niasso-Sebe et Sosobé-Togora a permis de recueillir d'importants renseignements. Une patrouille FAMA sur l'axe Bankas-Bajangara a récupéré une citerne volée à l'énergie du Mali. Dans la région de Douanza, une patrouille FAMA sur la route Mondoroboni a réagi à une embuscade faisant, côté ami, 2 morts et 10 blessés, 2 engins endommagés. Côté ennemi, 22 terroristes neutralisés, un véhicule équipé de mitrailleuses 14,5 mm, divers armements et munitions récupérés, un véhicule équipé de mitrailleuses 12,7 mm détruit. Dans la région de Ségou, l'exploitation des renseignements a permis de cibler les réseaux de renseignements terroristes, faisant côté ami un engin légèrement endommagé par un engin explosif improvisé. Côté ennemi, 10 terroristes neutralisés, 8 suspects arrêtés, 2 AK-47, 5 chargeurs, 2 radios TYT, 13 téléphones portables, 22 motos récupérées, 3 engins explosifs improvisés, un otage civil libéré. En réaction à des tirs de harcèlement au niveau de Moussawere sur la route de Markala-Nyoro, les FAMA ont détruit 2 engins explosifs improvisés, un pont de fortune en bois, 4 interpellés et 4 motos récupérées. Dans la région de Bajangara, sur la base de renseignement des frappes aériennes, ont ciblé et incendié un plot logistique terroriste
détruit 4 motos observées dans une forêt à 7 km au nord-est de la localité de Baïa. L'état-major général des armées s'incline devant la mémoire des morts, présente ses condoléances aux familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rappelle que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite de nos opérations. À cet effet, d'énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, de même que l'ouverture d'enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMA. L'état-major général des armées appelle à la vigilance contre les nombreuses manœuvres en cours visant à diviser les populations et les communautés au moment où l'union chez les Maliens émerge. Voilà, Ibrahima Traoré, l'essentiel qu'on pouvait retenir de ce communiqué. Merci Awama Kamara, qu'on retrouve tout à l'heure à 23h pour la dernière édition de cette chaîne. Merci beaucoup et bon courage à nos femmes. Et c'est ce qui met fin donc à ce 20h que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Passer d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir.